Vous suivez l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. De chanvre indien, des médicaments frauduleux et sachets en plastique incinérés par les douanes sénégalaises, les populations appelées en rempart contre la fraude au niveau régional. Crise mondiale, quel impact sur la situation économique nationale? La Banque mondiale plaide pour plus d'implication des micro-entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat pour réduire la dépendance extérieure. L'institution a publié son rapport sur la situation économique nationale ce mercredi. Tienaba, tout est au beau fixe pour passer un bon maoulid. C'est ce qui ressort du Comité national de développement qui s'est tenu au siège du ministère de l'Intérieur. La réaction d'Antoine Félix Diome en marge de cette audience, vous l'aurez dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Repenser le tourisme, c'est le thème de la journée mondiale du tourisme célébrée ce mardi, un thème qui doit susciter pour les acteurs de la chaîne de valeur touristique une occasion de dégager de nouvelles perspectives, des idées innovantes pour la relance du secteur après la crise de la pandémie de Covid-19. Selon Mambéignan, le tout nouveau ministre du Tourisme s'exprimait en marge d'une cérémonie de célébration de la journée mondiale réservée au tourisme. Nous l'écoutons. À l'instar des autres pays membres de l'OMT, le Sénégal célèbre cette journée mondiale du tourisme qui constitue également pour nous et vous dire tout le plaisir de retrouver les différents acteurs du secteur du tourisme. Mesdames, Messieurs, chers acteurs touristiques, il convient d'ores et déjà d'engager le processus visant à appuyer durablement le redressement du secteur en le repositionnant comme un levier puissant de croissance. Ainsi, nous devons repenser le tourisme comme nous y invite le thème de cette année. Le prétexte est tout trouvé sur ce site qui nous accueille, une symbolique du patrimoine culturel ayant une haute portée touristique. C'est également l'occasion de convier tous les Sénégalais à s'approprier le tourisme domestique, à redécouvrir leur propre pays, à réduire ainsi la dépendance aux flux extérieurs. Je pense que certaines précisions devraient être faites. C'est vrai, le tourisme balnéaire s'est résumé à Saly, qui avait perdu ses côtes, Monsieur le ministre, il y a de cela 3 ans. Je pense que la volonté du président de la République et la sincérité de nos partenaires techniques et financiers nous ont permis de démarrer cette restauration des côtes au niveau de Mbour, aujourd'hui qui n'est plus un problème, mais qui avait fini de mettre à terre Saly, parce que ne disposant plus de plage et que la mer était en train d'avancer. Diplomatie à présent, Dakar et Riyad renforcent leurs relations bilatérales. Plusieurs accords ont été signés entre une délégation saoudienne et le département des affaires étrangères, des accords qui portent sur des domaines nouveaux jamais explorés entre les deux parties. C'est dans le cadre de la commission mixte sénégalo-saoudienne en 2022. Figurez-vous, le volume des échanges entre les deux pays a dépassé 40 millions de dollars. C'est en tout cas ce qu'a expliqué la ministre sénégalaise des Affaires étrangères en marge de cette rencontre. Nous l'écoutons. Cette coopération, on l'a dit, elle est multiforme, elle est très dense et elle est dynamique. Elle est dynamique dans la mesure où aujourd'hui, elle va emprunter des secteurs jamais explorés jusqu'à présent. On a parlé de pétrole, de gaz et de pétrochimie, mais on a également parlé de tourisme, parce que le Royaume d'Arabie Saoudite, comme le Sénégal, a vocation à devenir un pays touristique. Et de ce point de vue, nous avons des échanges d'expériences à faire de façon très intéressante. Vous avez écouté Monsieur le ministre tout à l'heure, qui a parlé de coopération dans le domaine de l'éducation, mais de l'éducation des sciences. De l'éducation des sciences, et nous pensons que, et de la technologie, que cela également est une nouvelle facette de notre coopération. Donc voilà ce que nous avons entendu faire dans le cadre de cette commission mixte, qui d'ailleurs se place dans le droit sillage
de cette visite que le président Macky Sall avait effectuée pendant le mois de Ramadan au Royaume d'Arabie Saoudite, ou d'une visite privée pour la Umrah, son Altesse Royale, le prince héritier Mohammed Ben Salman, a voulu qu'elle soit une vraie visite de travail. Et nous avons eu une véritable séance de travail avec lui, où lui-même, entouré de l'ensemble de ses collaborateurs, le président Macky Sall, de toute sa délégation, ont passé en revue l'ensemble de la coopération entre nos deux pays et ont voulu, dans des domaines spécifiques, la renforcer. La situation économique nationale face au contexte de crise mondiale, on en parle. La Banque mondiale vient de publier son rapport sur la croissance durable et résiliente. Comment renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux? Le rapport est composé de 2 chapitres axés sur le développement microéconomique et la question de l'entrepreneuriat. C'est en tout cas ce qu'a expliqué un des économistes de la banque basée à Dakar, Alexandre Henry, au micro de Torre Rafal. Je voulais juste vous résumer les 3 messages clés, les messages importants du rapport sur la situation au Sénégal qui a été publié aujourd'hui par la Banque mondiale. Le premier message clé, c'est que le rebond de l'économie qui a été observé au cours de l'année 2021 a été fragilisé par les impacts du conflit en Ukraine. C'est essentiellement via le facteur prix, et l'augmentation donc de ces prix a affecté les moteurs de la croissance et le pouvoir d'achat des ménages. Numéro 2, c'est que, afin d'assurer une croissance résiliente et durable, certaines conditions sont requises. Et une de ces conditions, c'est l'amélioration de la productivité, qui passe par l'adoption de nouvelles technologies, comme le chapitre thématique du rapport publié aujourd'hui le souligne. Le troisième message clé, c'est que le déficit budgétaire restera détérioré, et cela pour une 3e année consécutive, au-delà des 6%, et cela pèsera sur la dette publique et rendra le Sénégal plus vulnérable aux risques budgétaires. Voici pour les 3 messages clés du rapport. Je vous remercie pour votre attention. Maulid 2022, Thiénaba se prépare pour célébrer la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Hier, un comité national de développement a réuni dans les locaux du ministère de l'Intérieur les bras techniques de l'État et le comité d'organisation une rencontre pour faire le bilan des actions prévues et menées pour assurer le bon déroulement de l'événement en 2022. Les explications du ministre Antoine Félix Diom. L'ensemble des services de l'État ont été mobilisés pour accompagner le comité d'organisation dans le cadre de ces préparatifs. Aucun aspect intéressant l'organisation du Gamou de Thiénaba de cette édition n'a été laissé de côté. C'est pour cette raison qu'un accent particulier a été mis sur fondamentalement 2 sujets. D'abord, il s'agit de la question de l'eau, mais prise en charge par la mise en service du forage dit F3, mais aussi l'apport considérable des autres services de l'État en termes de camions-citernes et de bâches d'eau. L'autre aspect aussi non négligeable concerne l'assainissement avec l'implication de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. C'est une réunion qui aura permis, au-delà des aspects intéressant directement l'organisation du Gamou de cette année, de faire des projections sur même les attentes de la ville sainte de Thiénaba pour les prochaines années. Bonne note a été prise de toutes les préoccupations, comme je l'ai rappelé tantôt, qui, au-delà de l'organisation du Mawlud, vont intéresser la vie des populations de Thiénaba et des localités environnantes. Politique, à présent, nous parlons d'émission d'Aminata Touré du groupe parlementaire de la majorité. Les députés de Benno Bokk Yakaar ont réclamé son poste. Hier, c'était au tour du Haut Conseil des collectivités territoriales de dénoncer avec véhémence la situation actuelle de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale causée par la démission de l'ancienne première ministre. Pour plus de détails, suivons les propos de Malik Ndariba au micro de Cheikh Omar Tall. Mimi Touré
lors de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Après avoir entendu la sortie malheureuse de celle-ci, qui, bien qu'elle ait bénéficié durant presque tout le magistère du président Macky Sall, davantage, bien entendu, ne s'est pas privé de s'en prendre à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Considérant que Mme Mimi Touré, sans retenue ni tenue, a préféré s'aborder un compagnonnage d'une dizaine d'années, juste pour assouvir ses propres désirs. Considérant qu'en cette période de crise quasi-planétaire, la véritable efficacité repose sur la motivation des hommes et des femmes. Fustigeons l'attitude désinvolte et irresponsable de Mme Mimi Touré, qui traduit assez nettement un manque de consistance psychologique. Félicitons sincèrement Monsieur le Président de la République pour sa clairvoyance et la justesse de ses choix. Direction Thiès, où plusieurs produits illicites saisis ont été incinérés. Il s'agit de 3,5 tonnes de chanvre indien évaluées à 236 millions de francs CFA, de faux médicaments et sachets en plastique d'une valeur globale de 200 millions de francs CFA saisis par le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude et des douanes sénégalaises. Le lieutenant-colonel Amadou Lamine Sarr en parle. Sur cet élément, nous l'écoutons. Ça portait sur des cannabis, appelés communément chanvre indien. Et pour ce produit, nous avons saisi 3529 kg, évalués à 236 940 000 francs. Comme deuxième produit prohibé à incinérer, nous avons des faux médicaments. Quand on parle de faux médicaments, ce sont des médicaments qui ont été importés irrégulièrement et qui sont commercialisés sur le marché d'une manière frauduleuse. Parce que l'importation des produits de médicaments, tant pour la santé humaine que pour la santé animale, est soumise à une réglementation particulière du ministère de la Santé et du ministère de l'Élevage. Donc, vu la position du Sénégal par rapport à certains pays voisins où l'importation et la commercialisation est libre, le Sénégal est parfois sujet à des infiltrations. Et dans le cadre de nos missions, nous avons pu juguler certaines importations frauduleuses. Donc, la valeur de ces médicaments saisis est de 175 259 382 francs CFA. En sus de ces deux produits, nous avons des marchandises qu'on appelle prohibées, c'est-à-dire les sachets plastiques et certains produits qui sont contrefaits. Pour le cas des sachets plastiques, nous n'ignorons pas que depuis quelques années, l'État du Sénégal a décidé de restreindre ou bien de prohiber l'importation et la mise sur le marché de certains types de sachets à usage unique. Et du fait de sa position géographique, Thiès serait-il devenu une plaque tournante du trafic de drogue? Tout semble l'attester. Comme cette saisie de 3,5 tonnes de cannabis, les populations sont appelées à plus de vigilance, mais aussi de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer la fraude qui sévit au niveau régional. C'est en tout cas l'appel lancé par l'adjointe au gouverneur de Thiès en marge de cette séance d'incinération de produits frauduleusement acquis par des individus mal intentionnés. Tening Faïba, que nous écoutons. Spécifier qu'au regard quand même de la spécificité de la région de Thiès avec une large frange maritime, Thiès est aujourd'hui en train de devenir malheureusement une plaque tournante du trafic de drogue. Rien que 3,5 tonnes de chanvre indien sont aujourd'hui en train d'être incinérées, ce qui témoigne vraiment de la forte circulation de ce produit-là sur le territoire national, sur le territoire régional. Raison pour laquelle je voudrais lancer un appel aux populations, surtout celles-là qui se trouvent sur le littoral, de renforcer la collaboration avec les forces de sécurité et de défense
l'ensemble des forces, parce que ça soit l'administration des douanes, la gendarmerie et les autres cellules qui sont aujourd'hui dans le cadre de la répression de la fraude, mais aussi de la lutte contre la drogue. Il y a énormément de forces qui s'activent dans cette zone-là et qui ont besoin que cette collaboration soit renforcée pour que les populations aussi puissent jouer leur rôle de veille et d'alerte pour dénoncer toute tentative d'introduction de ces produits nocifs pour la population sénégalaise, mais surtout à l'endroit des jeunes. Vraiment, c'est un message que je voudrais lancer à l'endroit de ces populations, à travailler davantage avec l'administration douanière pour que l'État du Sénégal puisse avoir davantage de résultats dans la lutte et la répression de produits prohibés. En sport, un match nul et une attaque complètement à l'arrêt. La prestation des Lions face à la République islamique d'Iran a été diversement appréciée par les Sénégalais. Pourtant, tout n'est pas mauvais, même si des choses restent à corriger, selon le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, qui s'est montré très optimiste quant à l'avenir de la tanière en direction de la Coupe du Monde prévue au Qatar entre novembre et décembre 2022. C'était en conférence de presse d'après-match. Il s'est exprimé au micro de la Fédération sénégalaise de football. On était parti avec 29 joueurs. À l'arrivée, il y a eu 26 joueurs qui ont été gardés. On a joué le premier match contre la Bolivie, comme vous le savez, qui s'est soldé par la victoire du Sénégal. Et puis aujourd'hui, un match nul. Donc, ce que je peux dire sur ce match-là, je pourrais dire que c'est un match plutôt dans le contenu qui est intéressant. Mais comme on le dit, c'est l'efficacité que nous devons continuer encore à travailler. Effectivement, quand on voit les ratios d'occasion qu'on se crée, on est en droit d'espérer qu'on pouvait au moins marquer un deuxième but ou un troisième but. Mais comme je l'ai dit, c'est un axe de travail et le football, quand vous avez des occasions, il faut les mettre au fond. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé la mentalité de ce stage-là. J'ai beaucoup aimé le volume de travail qu'on a proposé à nos garçons et que tout le monde a répondu. Effectivement, ça augmente encore plus de choix en ce qui me concerne. Ça apporte un peu plus de concurrence aussi. Maintenant, comme je l'ai dit en début de stage, nous essaierons en tout cas d'avoir un groupe homogène, un groupe équilibré, un groupe qui vit bien. C'est important aussi pour justement essayer de défendre de la meilleure façon l'équipe du Sénégal au mondial. Mais effectivement, tout ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il peut y rajouter? Peut-être c'est Edouard Mendy, c'est Niakate, c'est d'autres garçons qui sont blessés ou bien qui ne sont pas compétitifs aujourd'hui, Saliou 6, qui vont venir renforcer encore mes soucis de choix à la fin. Mais j'ai envie de dire que c'est un choix c'est des choix de riches, donc nous essaierons de nous asseoir avec tout le staff pour pouvoir justement décider du groupe qui ira à la Coupe du Monde. Mais en réalité, l'ensemble des joueurs que j'ai aujourd'hui, tout le monde mérite d'y être. Je ferai des heureux et je ferai aussi des malheureux, mais c'est un choix. Vous l'aurez compris, il s'agit du sélectionneur national Aliwa Cissé qui évoquait justement ce stage de préparation des Lions du Sénégal en direction du mondial au Qatar. Le sélectionneur national qui mise justement sur l'homogénéité de l'équipe malgré les renforts de taille qui se sont ajoutés aux Lions qui ont gagné justement la Coupe d'Afrique des Nations. Le match de l'Iran, parlons-en justement, je vous le disais tout à l'heure, c'est un match nul et une attaque complètement à l'arrêt. La prestation des Lions face à l'Iran a été diversement appréciée par les Sénégalais. Tout n'est pas mauvais pour autant, même si des choses restent à corriger, selon le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, qui s'est montré très optimiste quant à l'avenir de l'équipe nationale en direction de la Coupe du Monde Qatar prévue entre novembre et décembre 2022. C'était en conférence de presse d'après-match. Nous l'écoutons. On a réussi à ouvrir le score difficilement. C'est vrai qu'on a un peu manqué d'efficacité. Parce que je pense qu'en première mi-temps, on s'est procuré beaucoup d'occasions. C'est dommage qu'on ne les a pas conclues par des buts. Mais voilà, je pense qu'on a bien joué. On a essayé de jouer entre les lignes contre une équipe qui était vraiment basse en première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus conquérants, ils venaient un peu plus nous chercher. Mais voilà, nous, on a réussi à avoir quand même des occasions, même si on a essayé de ne pas concéder. C'est dommage qu'on a pris ce but parce que voilà, il y avait à travailler. On les a pas assez pressés sur le côté, ils ont centré trop facilement. Mais je pense que voilà, il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de travail à la Coupe du Monde qui arrive. C'était des matchs de préparation. On savait que c'était notre dernier match.
Donc on avait à cœur de finir avec une victoire. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné ce match, mais en tout cas, je pense qu'on sait sur quoi on doit travailler maintenant pour bien préparer la Coupe du Monde et arriver prêt contre l'Hollande sur le premier match. Et c'est vrai qu'on n'a pas de sélection jusqu'à le prochain rassemblement avant la Coupe du Monde. Mais voilà, les joueurs vont se préparer en club. Je pense que la plupart d'entre nous avons pris beaucoup de confiance dans ce regroupement-là durant ces 2 matchs. Je pense que la plupart des joueurs ont fait un bon match. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné le deuxième match, mais il y a beaucoup de choses positives et voilà, c'est de bon augure pour le futur et j'espère que tout le monde va se préparer. En tout cas, moi, je me préparerai aussi en club. Mais il faut prendre chaque chose en son temps. Maintenant, place au club, place au match de championnat et de Coupe d'Europe. Et ensuite, on reviendra au moment venu pour le Sénégal et pour tout donner pour cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Au président de la République, Muhammadu Buhari, la campagne pour les élections présidentielles débute officiellement au Nigeria à compter de ce jour sur fond de menaces djihadistes. Au Bénin, pendant ce temps, les assises annuelles sur la sécurité intérieure du pays ont pris fin officiellement ce mardi. Faisons le tour avec Mariam Tine. Nous démarrons l'actualité internationale au Bénin, fin des assises annuelles sur la sécurité intérieure, essentiellement consacrées aux attaques terrorisme qui se multiplient dans le nord du Bénin depuis décembre 2021. Se sont achevées hier à Cotonou. Les participants ont formulé mardi soir une vingtaine de recommandations, dont celle d'aller au-delà de la réponse militaire. 19 recommandations sanctionnent la réunion à laquelle participaient de hauts gradés de l'armée et de la police, des élus, des experts venus de la Mauritanie, du Burkina, du Sénégal et la fondation allemande Hans Seidel avait pour feuille de route d'améliorer le dispositif existant. Le Bénin adopte rapidement sa stratégie de lutte contre l'extrémisme, viol et désenclave les localités à risque. Ensuite, au Nigeria, la campagne présidentielle débute ce mercredi dans un Nigeria profonde crise. 18 candidats sont en lice pour remplacer le président Muhammadu Buhari qui a 79 ans et après 2 mandats. 2 candidats émergent mais aucun n'est assuré de l'emporter dès le premier tour, contrairement au précédent scrutin. Bola Ahmed Tinubu est le candidat du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes. Atiku Abubakar, le candidat du Parti démocratique populaire, le principal parti d'opposition. La campagne s'ouvre en outre dans une période de crise profonde au Nigeria, sécuritaire et économique, violence djihadiste, déclin record de la production pétrolière, flambée des prix de base, effondrement du réseau électrique. Nous terminons cette page internationale en Irak. Blocage des communications, leur technique est vraiment très agressive. Pour la 12e nuit consécutive, les Iraniens sont descendus dans la rue ce mardi dans plusieurs villes du pays pour protester contre la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs. Mais en raison des coupures de communication, les informations venant d'Iran sont parcellaires. Internet, réseaux sociaux, données mobiles, en réaction au mouvement de protestation lancé après la mort de Mahsa Amini, les autorités iraniennes coupent depuis plusieurs jours les moyens de communication une grande partie de la journée. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la chaîne des valeurs.